Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La carrière de personnes atteintes de sclérose en plaques. Copyright L'Harmattan 2010. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 13 905 3. EAN 9 782 296 139 053. Séverine Collinette. La carrière de personnes atteintes de sclérose en plaques. Implication associative et travail biographique. Préface d'Éric Plaisance. L'Harmattan. Savoir et formation. Collection dirigée par Jackie Bayrou, 1939 à 2004, Michel Gault et Dominique Fablet. À la croisée de l'économique, du social et du culturel, des acquis du passé et des investissements qui engagent l'avenir, la formation s'impose désormais comme passage obligé, tant pour la survie et le développement des sociétés que pour l'accomplissement des individus. La formation articule savoir et savoir-faire. Elle conjugue l'appropriation des connaissances et des pratiques à des fins professionnelles, sociales, personnelles et l'exploration des thèses et des valeurs qui les sous-tendent, du sens à leur assigner. La collection Savoir et formation veut contribuer à l'information et à la réflexion sur ces aspects majeurs. Dernière parution. Léo Thiersvidal, de l'ennemi principal aux principaux ennemis, 2010. Christiane Montandon, Pédagogie de l'interculturel à l'école primaire. Découvrir la langue de l'autre, 2010. Joël Gaillard, Comprendre la réclusion scolaire, 2010. Jean-Pierre Bigeault, Une poétique pour l'éducation, 2010. Hervé Cellier, La démocratie d'apprentissage, 2010. Didier Jourdan et Franck Pison, Tabac, alcool, drogue, la prévention au lycée, 2010. Valérie Barry, Dialectiser la recherche et l'action, 2010. Catherine Boré, Modalités de la fiction dans l'écriture scolaire, 2010. Christian Alain, La geste formation, 2010. Marie-Claude Bayetto, Le désir d'enseigner, 2009. Dominique Fablet, Animer des groupes d'analyse des pratiques, 2009. Yves Lab, La difficulté scolaire ? Une maladie de l'écolier, 2009. A. Giovannoni, Monsieur Floreau, La question du sujet en situation de conflit, 2009. Franck Giol, Lecture contemporaine de la crise de l'éducation, 2009. Je remercie Éric Plaisance d'avoir accepté la direction de ce travail de recherche. L'Association des paralysés de France qui m'a fourni les moyens d'effectuer cette recherche. L'Association des paralysés de France, la nouvelle association française des sclérosés en plaques, l'association CEP Montrouge 92, l'hôpital Léopold Bellan qui m'ont généreusement ouvert l'accès aux activités et à leurs services. Toutes les personnes rencontrées lors de l'enquête, pour la richesse des échanges et la franchise de leurs propos. Mon conjoint, ma mère et ma grand-mère pour leur douce patience et pour leur soutien sans faille. À mon fils, pour la joie de sa bonne santé. Naître, exister et agir avec les autres pour les autres et pour être ce que je suis. Je crois vivre les mêmes peurs, les mêmes incertitudes et les mêmes joies que beaucoup. Quelle que soit ma déficience, les autres me sont encore plus indispensables, certaines de mes capacités peuvent toujours être mises au service de l'action collective, et je peux contribuer à l'enrichissement d'autrui. J'ai seulement besoin d'être reconnu et accepté tel que je suis, une personne, page 148-149. Jean-Luc Simon, 1996, Être soi-même avec les autres, Ingar Doucet, Aide, Naître ou devenir handicapé, Le handicap en visage, Ramonville-Sainte-Agne, Éditions RS, pp 137 à 149. PREFACE. Éric Plaisance. La sociologie ou plus globalement, les sciences sociales ont-elles quelque chose à voir avec le handicap ? Telle est la question que l'on peut brutalement poser, pour éviter ambiguïté et malentendu. Quelle justification, quelle légitimité de ces approches ?
Car c'est bien dans une orientation sociologique que se situe l'ouvrage de Séverine Collinette consacré aux personnes atteintes de sclérose en plaques, une piste de recherche qu'elle revendique explicitement. Mais c'est la question plus générale du handicap qui se trouve alors posée, non seulement selon l'actualité sociale des politiques envers les personnes handicapées ou encore selon l'analyse épidémiologique de leur importance dans l'ensemble de la population, mais aussi et sans doute plus fondamentalement, en termes de définition de la notion même de handicap et en termes de modèles théoriques pertinents pour rendre compte de la situation des personnes. Les approches historiquement les plus anciennes du handicap, et celles qui font l'objet aujourd'hui des représentations les plus spontanées, sont incontestablement d'une autre nature que la sociologie. Quels secteurs de recherche scientifique et quelles pratiques sont couramment invoqués ? On pense à la médecine et, pour des périodes plus récentes du développement scientifique, à la psychologie. Corrélativement, on envisage les professions médicales et paramédicales, les spécialistes de la rééducation fonctionnelle par exemple, et les professions psy qui visent les comportements, les liens sociaux, les subjectivités, selon la diversité des cadres théoriques adoptés. Ce sont incontestablement des domaines de recherche et de pratique qui, depuis le XIXe siècle, ont marqué fortement les analyses du handicap et engendré des institutions, des professions et des rapports à autrui. De telles orientations générales n'ont pas perdu de leur légitimité, mais seulement à leur niveau, car leur prétention à l'universalité, voire à l'impérialisme de leur modèle, a été mise en cause essentiellement depuis les années 70. Les analyses d'anthropologie historique ont fortement relativisé les conceptions du handicap, en les rattachant à des ensembles culturels plus vastes. En lançant en 1982 un essai d'études interculturelles, sous le titre Corps infirmes et société, Henri-Jacques Sticker a montré les systèmes de pensée qui, au cours du temps, ont présidé aux conceptions de ce qu'il a préféré nommer infirmité, pour éviter les anachronismes des terminologies. Dans un tel panorama historique du traitement social de l'infirmité, on passe ainsi des pratiques de l'Antiquité grecque, par exemple, l'exposition des enfants difformes en dehors de la cité, aux institutions modernes de réclusion des aliénés mentaux. Le handicap est alors appréhendé comme une notion moderne, non seulement parce que le vocabulaire est récent dans les années 60 seulement pour désigner des caractéristiques médico-sociales des personnes, mais surtout parce qu'il consacre une vision réadaptative de ces mêmes personnes, considérées comme devant participer à la course commune, quitte à bénéficier de mesures d'égalisation de leurs chances, comme le formule la loi française de 2005. Les figures professionnelles majeures deviennent celles qui travaillent sur l'opposition sain-malsain, les professions médicales et paramédicales, et sur l'opposition intégrable-non intégrable, les professions du social et de l'éducatif. Le handicap a donc partie liée avec la culture ou plutôt les cultures, et avec leur diversité spatiale et temporelle. Les représentations façonnent la manière dont telle ou telle déficience est appréhendée, interprétée, la manière aussi dont les personnes qui en sont atteintes sont situées dans un cadre social donné et selon la place qui leur a été réservée et qui est, le plus souvent dans l'histoire de l'humanité, une place spécifique, un espace propre, séparé des espaces communs. En ce sens, infirmité, déficience, handicap, malgré leur diversité terminologique, traduisent leurs liens indissolubles avec des structures culturelles et sociales. D'autres analyses modernes du handicap ont aussi profondément marqué la réflexion. Ce sont celles qui ont été développées par des groupes de personnes elles-mêmes handicapées, confrontées aux obstacles de la vie courante. Des mouvements revendicatifs ont ainsi pris naissance en Amérique du Nord, à partir des années 70, en combinant des objectifs pratiques d'aide mutuelle et la lutte pour les droits civiques. Ils ont contribué à la promotion d'un modèle qui a été intitulé modèle social, fortement conceptualisé par des auteurs britanniques, Oliver, Barnes, Barton par exemple. Pour eux, le handicap provient de la domination sociale et des discriminations dont sont victimes les personnes qui présentent des déficiences. Dans ces conditions, l'accent doit être porté non plus sur les déficiences individuelles, comme dans les dispositifs les plus courants, mais sur les barrières environnementales, culturelles et sociales. Il s'agit, d'une part, de valoriser des conceptualisations et des actions pour une accessibilité généralisée, au contraire des modèles validocentriques, et d'autre part, de faire en sorte que les personnes directement et personnellement impliquées aient droit à la parole et à la prise de responsabilité,
Nothing About Us Without Us. C'est le renversement radical du modèle individuel, médicalisé. De telles mises en cause des modèles traditionnels ont traversé les travaux de l'Organisation mondiale de la santé. Les transformations successives des classifications internationales du handicap proposées par cette organisation sont très représentatives de cette évolution. La première classification de 1980 a démembré la représentation commune du handicap en plusieurs niveaux. La déficience, l'incapacité, puis le handicap dans le sens restreint de restriction des rôles sociaux, mais elle a été critiquée par les groupes de personnes handicapées comme encore centrée sur le modèle médical et proposant une vision en négatif des personnes. Le modèle de 2001 se veut, lui, plus consensuel, biopsychosocial et gomme les expressions négatives. Il est élargi à toute l'humaine expérience de la santé et de ses aléas, comme l'indique clairement son titre, Classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap. Il faut ajouter que le souci des rédacteurs a aussi été de présenter un modèle plus interactif ou moins empreint des linéarités causales individuelles. Il n'est pas sûr que cela soit complètement atteint, et sous cet angle ce sont plutôt les clarifications conceptuelles en provenance du Québec, avec Patrick Fougerolas, qui permettent de mettre véritablement en interaction les caractéristiques personnelles et les facteurs d'environnement. Le modèle du processus de production du handicap mène ainsi à concevoir la variété des situations de handicap qui atteignent les personnes, au lieu de les uniformiser en fonction de tel ou tel degré de déficience. De plus, ce dernier modèle est directement lié à l'objectif de transformation sociale en faveur de l'inclusion maximale des personnes dans les lieux de vie communs. Ce bref rappel permet de comprendre l'actualité et la pertinence des travaux en prise avec les réalités socio-culturelles qui portent sur les personnes dites handicapées. Les sciences sociales, longtemps éloignées de ce champ de recherche, sont des éléments essentiels de la compréhension de la situation des personnes et peuvent aussi être des facteurs de transformation. On peut même aller plus loin et dire que les aspects subjectifs et identitaires, déjà traités par différents courants de la psychologie, y ont droit de citer. Le développement des sciences sociales a justement permis une telle attention qui s'amplifie aujourd'hui, avec la diversité des sociologies de l'individu. Pourtant, les racines de ces approches étaient déjà présentes dans des travaux plus anciens, que l'on peut grossièrement rattacher au courant des recherches interactionnistes américaines, précisément attentives aux situations concrètes expérimentées par les individus. Il est vrai que le handicap y était peu présent, si l'on accepte le célèbre livre de Goffman publié en 1963 aux États-Unis, Stigma, qui avait pour centre d'intérêt les stigmatisations vécues par les personnes en fonction d'attributs qui les discréditent, race, déficience, traits de caractère. Mais l'essentiel ce sont sans doute les pistes de recherche ouvertes par des concepts utilisés par ces divers auteurs américains, et dont il est fait précisément usage ici à propos de personnes atteintes de sclérose en plaques. Des concepts tels que carrière, travail biographique, reconstruction identitaire, qui dénotent clairement une attention spécifique aux acteurs concernés et à leur propre expérience, une attention bien différente d'une approche diagnostique de leurs troubles. Pour autant, un axe important de cette recherche a été aussi de mettre en rapport les personnes et diverses associations, en faisant l'hypothèse du rôle de leurs diverses implications associatives dans les processus de construction ou de recomposition personnelle. Dans ce sens, cette recherche de terrain est un excellent exemple d'analyse de l'articulation entre des projets individuels et des groupes constitués. Les portraits finalement présentés montrent de manière très concrète comment les personnes s'investissent dans des activités associatives. En procédant à des enquêtes qualitatives auprès des personnes, en ayant recueilli leurs propos en interview, puis construit leur récit de vie, l'auteur a pu mettre l'accent sur des processus subjectifs en cours et non sur des états pathologiques. Autant d'approches très actuelles qui contribuent au développement nécessaire de recherche sur les enjeux sociaux du handicap. Éric Plaisance, professeur émérite. Université Paris-Descartes. Centre de recherche sur les liens sociaux. Introduction. Les associations de malades et de personnes handicapées sont une composante du paysage associatif français. La sclérose en plaques, objet de cet ouvrage, est prise en charge au sein d'associations généralistes telles que l'Association des paralysés de France ou spécialisées,
comme la nouvelle Association française des sclérosés en plaques, la Ligue CEP et bien d'autres. La sclérose en plaques, CEP, est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Elle est caractérisée par une destruction de la gaine de myéline protégeant les fibres nerveuses, axones, situées dans la moelle épinière et le cerveau et permettant la conduction rapide de l'influx nerveux. Les lésions siègent au niveau du cerveau ou de la moelle épinière. La sclérose en plaques était déjà connue au XIXe siècle comme le laisse supposer, d'après leur description de la maladie, les témoignages d'Auguste d'Este, de John Abercrombie. C'est le professeur Jean Cruveilhier qui a rapporté, en 1835, les premières représentations des lésions caractéristiques de la sclérose en plaques. Actuellement, en France, environ 80 000 personnes en sont atteintes. On recense 1500 à 2000 nouveaux cas chaque année. Les modes de contraction de la maladie sont encore mal identifiés. Les symptômes sont différents d'un sujet à l'autre et variables, ce qui rend souvent le diagnostic difficile. L'intensité de la maladie est elle-même variable dans le temps. Ses effets peuvent apparaître puis disparaître plus ou moins totalement. Les troubles peuvent affecter la vision, la sensibilité, la motricité, l'équilibre, la coordination des mouvements, le système urinaire, intestinal, sexuel. La sclérose en plaques est la plus fréquente des affections neurologiques de l'adulte jeune, en moyenne 29 ans, au moment où il se construit personnellement, professionnellement, socialement. La sclérose en plaques vient remettre en cause ses projets dans les différents domaines de sa vie. Cela l'oblige à effectuer un travail de recomposition subjective et sociale, et ceci de manière permanente en raison du caractère évolutif de la maladie. Cela suppose, à chaque évolution, un travail sur la fonction perdue, une nouvelle adaptation à la déficience et à l'éventuel stigmate. De fait, l'irruption de la sclérose en plaques est un événement dans le parcours des sujets qui implique une réorganisation globale de l'existence. Sur quelle base les sujets se reconstruisent-ils ? Comment élaborent-ils de nouvelles réponses à leur situation ? Les sujets vont connaître des rapports nouveaux à eux-mêmes, à leur corps, à la société, à leur environnement. Nous sommes partis de l'idée que ce travail de recomposition se réalise dans l'interaction sociale, et nous nous sommes demandé comment les sujets atteints de sclérose en plaques recomposent leur lien à la société. L'association, lieu d'implication et d'interaction sociale, se situe au carrefour de ce travail de recomposition. Notre réflexion nous a amenés à nous demander plus précisément comment de tels sujets vont utiliser leur implication dans l'espace associatif, pour réaliser les recompositions permanentes que nécessite dans les différentes sphères cette maladie, et selon quelles modalités ces recompositions peuvent s'effectuer. Pour répondre à ces questions, ce livre se fonde sur deux concepts, l'implication associative et le travail biographique construit par Anselme Strauss et Juliet Corbin 1987. L'implication associative regroupe différents niveaux et prend diverses formes. Le problème était de comprendre comment les sujets composent avec les différents niveaux d'implication. L'adhésion, c'est-à-dire le fait de verser une cotisation, la participation aux activités de loisirs, repas, convivialité, informatique et aux activités de soutien, groupes de parole, sophrologie, l'engagement dans les actions de revendication et dans des actions à responsabilité. Quant au concept de travail biographique, il désigne le travail de recomposition personnelle et sociale qui permet de faire face à la nouvelle situation créée par l'irruption de la maladie et qui se réalise dans l'interaction sociale. Il peut se décomposer en 4 grands processus se déroulant simultanément, se recoupant et se nourrissant réciproquement. Contextualiser la maladie, incorporer la trajectoire de maladie dans la biographie, pactiser avec les limitations dues à la maladie, reconstituer son identité, refondre sa biographie. Mais pourquoi avoir choisi de mener cette recherche auprès de personnes atteintes de sclérose en plaques, alors que l'implication associative et le travail biographique ne nécessitent pas un état de maladie ? En effet, une personne peut choisir de s'inscrire dans un collectif à un moment donné de son parcours en fonction de ses centres d'intérêt et de ses préoccupations du moment, culture, sport, santé. De même, les aléas de la vie. Un deuil, une situation de chômage, une séparation, nécessitent un travail de recomposition dans l'organisation familiale, professionnelle, sociale, dans le couple. Les sujets doivent s'adapter, voire accepter ces événements en les intégrant dans leur parcours. Cependant,
La sclérose en plaques présente des caractéristiques qui en font un objet d'étude particulièrement pertinent pour la sociologie. Âge de l'irruption de la maladie, femmes plus touchées que les hommes, incidence sur la vie sociale et professionnelle. Les recherches réalisées s'intéressent à la sclérose en plaques au niveau plutôt individuel, comme celle de Nancy A. Brooks et Ronald R. Mattson 1982, Ian Robinson 1990, Elena B. Thornton et Susan Gilea 1992, Lynn Youngblood 1996. D'autres, au niveau plus collectif des associations comme celle de Marianne Bach 1995. Ce constat nous a confortés dans l'idée de ne pas centrer cette recherche exclusivement sur l'un des deux niveaux, individuel ou collectif, mais sur leur articulation qui nous est apparue comme devant nécessiter une approche tout à fait pertinente. Par ailleurs, ce qui a aussi déterminé le choix de notre sujet, c'est que le mouvement de lutte contre la sclérose en plaques occupe une place relativement modeste dans le champ des sciences humaines, alors que les recherches sociologiques sur les maladies chroniques ont été nombreuses. Bien qu'assez fréquente, invalidante et connue de longue date, cette maladie n'a donné lieu qu'assez récemment dans les années 60 à une prise en charge associative spécifique. La sociologie française a longtemps déserté le terrain de l'étude empirique des associations. Mais depuis les années 80, des sociologues investissent davantage le terrain de la mobilisation associative en faveur de la lutte contre le sida notamment. En France, par exemple, Michael Pollack, 1988, a travaillé sur une sociologie de l'épidémie, en mettant en évidence le contexte dans lequel les premières associations de malades se sont créées. Si la majorité des Français a découvert le mouvement associatif en faveur de la santé grâce aux activistes du sida et aux maladies génétiques avec le Téléthon, l'histoire de ces associations décidées à faire entendre leur point de vue auprès d'eux, voire contre, celui des experts n'est pas récente. Dans le cas des associations féminines de santé par exemple, cette histoire remonte à plus d'un demi-siècle. Néanmoins, les parcours qu'empruntent les sujets impliqués ont très faiblement suscité l'intérêt des chercheurs. Notre intérêt pour ces parcours a déterminé notre démarche qui se fonde sur une enquête de terrain, basée sur des 30 entretiens individuels, 4 entretiens collectifs et des observations réalisées pendant 1 an. La population concernée était composée de 4 groupes de personnes atteintes de sclérose en plaques. Des personnes impliquées à différents niveaux dans une association nationale généraliste et revendicative. L'Association des paralysés de France, d'autres impliquées dans une association nationale non revendicative. La nouvelle Association française des sclérosés en plaques, d'autres encore impliquées dans une association locale non revendicative, Association sclérose en plaques Montrouge 92, mais aussi des sujets non impliqués d'un point de vue strictement associatif. Le choix de ces associations présentant des caractéristiques particulières visait à mieux cerner les différentes modalités d'appropriation de l'espace associatif par les personnes atteintes de sclérose en plaques dans leur travail biographique. Poursuivre notre enquête auprès de sujets non impliqués avait pour objectif de comprendre comment ils réalisaient les nécessaires recompositions sociales, et sous quelle forme. Cet ouvrage, issu de notre thèse de doctorat en sciences de l'éducation, se divise en 3 parties. La première concerne l'approche sociologique de la sclérose en plaques, ce qui implique de définir les concepts de carrière, de travail biographique, les étapes qui le composent et les soutiens qui aident à ce travail. Dès cette première partie, nous nous basons sur des apports tirés du discours des sujets rencontrés lors de l'enquête de terrain. Afin de respecter l'anonymat des personnes ayant participé à l'enquête de terrain, tous les noms et prénoms sont fictifs. La deuxième partie porte sur le contexte associatif dans le champ de la sclérose en plaques, pour comprendre comment les sujets s'approprient l'espace associatif. Il s'agit d'étudier la composition de son paysage. La dernière partie, plus particulièrement basée sur notre enquête de terrain, vise à comprendre les incidences de la maladie et les recompositions biographiques et sociales qu'elle suppose pour les sujets qui en sont atteints. Il s'agit de voir comment les sujets vont entrer dans une carrière de personnes atteintes de sclérose en plaques, et élaborer leur travail biographique. Elle met en évidence comment les sujets en sont venus à s'impliquer dans une ou plusieurs associations. Cette implication les amenant à être en contact avec des pairs, nous avons voulu comprendre ce qui se jouait lors de ce contact avec ceux-ci.
Cela nous a amené à nous interroger sur la redistribution du pouvoir expert médecin profane sujet atteint de sclérose en plaques, en essayant de saisir le rôle des associations dans cette redistribution. Les sujets ne s'impliquant pas tous de la même façon, nous avons déterminé différents niveaux d'implication, les étapes de cette implication et parfois la prise de distance à l'égard de celle-ci. Enfin, le dernier chapitre est consacré aux formes d'implication et de rapport à l'association qu'a mise en évidence la rencontre avec des sujets atteints de sclérose. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.